Mais tout de suite, nous commençons donc avec Kamel Daoud. Kamel Daoud donc, a été rédacteur en chef au quotidien d'Oran. Et puis, il a été donc rédacteur en chef pendant les horreurs de la guerre civile. Vous étiez, semble-t-il, une plume redoutée et vous avez eu à l'époque quelques démêlés avec la police. Nous vous avons découvert, enfin moi je vous ai découvert en 2013 avec ce superbe livre Meursault contre enquête, une réécriture de L'étranger de Camus. Ce livre est devenu un succès. Vous étiez sur la liste des Goncourt et il a été aussi couronné du Goncourt du premier roman. Ensuite, il y a eu d'autres livres, Zabor ou les psaumes, Mes indépendances, et puis aussi Le peintre dévorant sa femme. Vous avez passé une nuit au musée Picasso et donc le titre du livre, c'était Le peintre dévorant la femme. Et donc, vous vivez maintenant à Paris, vous enseignez à Sciences Po. C'est un exil forcé. Et puis, quand on lit ce livre-là, on se dit que votre exil ne pouvait être que forcé, parce que donc vous publiez dans La Blanche, chez Gallimard, un roman qui s'appelle Ouris. Alors, Ouris, c'est un livre, vous l'avez dit hier quand on s'est parlé, un livre indispensable qui raconte, en fait, donc l'héroïne s'appelle Aube, c'est une jeune femme qui a été égorgée et sa famille est morte et elle, je ne sais pas si c'est par chance ou elle a survécu et donc elle a, et puis quand vous le décrivez, elle a une immense cicatrice, je la montre, une immense cicatrice qu'elle cache parfois avec un foulard parce que dans l'Algérie dans laquelle elle vit, on n'a pas le droit de parler de cette horrible période qui a duré 10 ans et qui a fait entre 60 000 et 150 000 morts. Au début du roman, Aube est enceinte. Elle sait, alors que bon, elle n'a pas fait d'échographie, mais elle sent qu'elle va avoir une fille. Et pour elle, se pose une question existentielle. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, va-t-elle donner naissance à une fille? Et donc, elle lui parle, elle lui raconte la difficulté d'être, la difficulté de parler. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette jeune femme va rencontrer un libraire itinérant qui ne peut vendre que des livres de cuisine. Sa famille c'est une famille d'imprimeurs et de libraires. Et alors cet homme est absolument extraordinaire parce que comme elle, il est muselé, mais lui, on lui donne une date et il est capable de dire le nombre de morts. Et donc, ces deux êtres vont se retrouver parce qu'ils sont l'un et l'autre dans l'incapacité de dire leurs blessures. Peut-être avant de nous parler de votre livre, Kamel Daoud, d'abord je vous salue, bonjour. Bonjour. Peut-être que pour nous, ici au Québec, vous pourriez nous dire rapidement d'abord cette période horrible qui s'est étalée de 1992 à 2002 et surtout la loi qui interdit aujourd'hui aux Algériens et aux Algériennes de parler des familles. Elles ont été dévastées ou on a un mort. Alors, est-ce que vous pourriez donc nous dire quelques mots sur cette période et sur surtout cette loi qui interdit à un pays de se souvenir? Écoutez, l'Algérie, grosso modo, elle est connue pour sa guerre de décolonisation. C'est un pays qui a laissé une mythologie du décolonial, de la guerre de décolonisation contre la France coloniale de l'époque, etc. Donc, c'est un rôle où ce pays est totalement enfermé. C'est le film de la bataille d'Alger, c'est le décolonialisme qui revient jusqu'à maintenant, c'est un peu le wokisme, etc. Et la réalité, c'est qu'il y a une autre leçon algérienne, c'est la guerre civile de 1990 aux années 2000. Durant ces 10 ans, les islamistes se sont organisés en partis politiques et ils ont hérité un peu du rejet du parti unique par les Algériens. Donc, ils ont gagné les élections en 90. Gagner, c'est un gros mot, enfin un mot assez exagéré parce que c'est des lois qui ont été concoctées par le régime de l'époque pour pouvoir toujours gagner. Et ce sont les islamistes qui ont su en profiter. 91, le régime, les militaires annulent ces élections et c'est l'explosion en Algérie. Donc ça commence avec des attentats, des militaires tués, des bombes partout. Et puis l'horreur, elle se développe. En 95, on arrive aux tueries de masse, c'est-à-dire c'est des massacres de centaines de personnes en une nuit.
Et c'est à cette période-là que j'ai été recruté comme journaliste. J'avais 23 ans, 24 ans. Donc, on était exposé directement à traiter de cette guerre. Alors, on n'était pas formé pour une raison très simple. C'était l'époque où on tuait beaucoup de journalistes et les rédactions recrutaient de jeunes journalistes comme moi. Donc, on était directement injecté dans ce circuit de la violence absolue. Et donc, cette horreur a duré pendant 10 ans. Massacres, viols, rapts, tueries. Et l'horreur, elle a dépassé, si j'ose le dire, le simple fait de tuer. On était dans la mutilation des cadavres, dans le rapt des femmes, dans les incendies, dans quelque chose qui était de l'ordre du suicidaire. Et ça a duré jusqu'aux années, à la fin des années 90, en 2000. Le régime décide de traiter, de négocier avec les islamistes en armes et ils finissent par concocter une loi qui s'appelle la loi de la réconciliation nationale, c'est-à-dire ils descendent des maquis, on dit en Algérie un maquis c'est en montagne, et ils réintègrent la vie civile, on leur donne de l'argent, mais sur le dos des victimes, c'est-à-dire à la fin il y a eu deux gagnants, le régime et les islamistes, il y a eu un seul perdant, ce sont les morts. Et donc, on leur assure une pension, on leur donne de l'argent, parfois plus importante que la pension assurée aux victimes du terrorisme, et ils bénéficient de l'amnésie et de l'amnistie et de l'impunité totale. Il n'y a eu ni justice, ni semblant de justice comme au Rwanda ou en Afrique du Sud, ni demande de pardon. Les tueurs se baladent dans les rues et ils n'ont de compte à rendre à personne. Le tout a été verrouillé par une loi qui nous interdit de parler de cette période-là, de faire des productions éditoriales, des films, etc. Ce qui fait que pour une guerre de 10 ans qui a eu 200 000 morts, en Algérie, on a 3 ou 4 romans, on a peut-être 4 ou 5 films, mais rien de plus. C'est une période totalement occupée et totalement fermée. Et le roman, il est né de cette obsession que j'avais, comment raconter. Alors, c'est une obsession d'abord personnelle, parce que quand vous êtes journaliste à cette période-là, vous faites des articles de presse, vous donnez des chiffres. Quand vous dites 143 morts, c'est un chiffre, mais il faut un roman pour raconter l'absolue horreur et violence de 143 vies perdues. Donc, pour moi, il était nécessaire à un moment ou à un autre d'avoir assez de recul pour parler de cette période-là, malgré l'interdit juridique et malgré la volonté de certains d'oublier et d'effacer. C'est-à-dire, au fond, la mode en Algérie, c'est de parler uniquement et exclusivement de la guerre décoloniale, parce que c'est la success story nationale, elle donne du sens à beaucoup de gens et c'est le fonds de commerce de beaucoup des élites politiques, et de ne pas parler de l'autre guerre, celle qui a fait aussi presque 200 000 morts, sinon plus, sinon moins, personne ne le sait parce que personne ne veut compter. Donc c'est un peu cette guerre-là qui, pour vos lecteurs, doit être un peu comparée à Daesh, parce que c'était les mêmes méthodes, à Al-Qaïda, à ce que ont subi les Syriens, ce que subissent les Soudanais, et donc, c'est le mode opératoire, ce sont les attentats, l'islamisme pur et dur, le djihadisme, les tueries de masse, les attentats contre les intellectuels, les artistes, les écrivains, les dessinateurs, etc. C'est une guerre que maintenant le monde entier vit d'une manière ou d'une autre, qui interroge beaucoup de gens un peu partout et qui a été vécue par des gens comme moi en Algérie et que j'essaie de raconter dans Ouri. Je ne sais pas si j'ai été Et, clair. et vous le racontez à travers le regard donc, de cette jeune femme. Je pense que pour vous, ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui raconte et une femme qui doit se battre au quotidien. Elle a un salon de coiffure donc, où son objectif est de rendre les femmes belles. Donc, elle doit se battre au quotidien pour exister. Et donc, c'est pas sans raison que les deux personnages centraux, donc soit cette femme et ce libraire qui donc avec sa camionnette sillonne les routes et ne peut vendre plus que des livres de cuisine. Oui, effectivement. Mais parfois, je rencontre les premiers lecteurs qui croient que j'ai inventé certains détails et qui en font l'éloge. Tout ce qui est dans ce roman est vrai. J'ai dû atténuer parce que la capacité d'absorption de l'imaginaire de quelqu'un qui vit en paix, j'ai compris qu'elle était limitée. On ne pouvait pas tout raconter. La deuxième des choses, c'est que c'est une femme. J'ai osé prendre la voix d'une femme, d'abord par conviction, ensuite par défi, et aussi parce que la seule qui pouvait raconter l'horreur d'une guerre, c'est une femme. Parce que la guerre, pour les hommes, à un moment, elle a une date de péremption. Ils déposent les armes, réintègrent la vie, et puis c'est tout. Ils peuvent être jugés, ils peuvent aller en prison, et c'est tout. Mais la guerre, elle laisse ses traces sur le corps des femmes. Les femmes violées, les femmes kidnappées, les femmes engrossées, et surtout les femmes qui ont été jetées par la suite. Quand il y a eu la réconciliation, on a pardonné aux hommes, mais aux femmes, non, parce qu'elles portent le fruit interdit.
Elles ont enfanté dans les maquis des islamistes après les kidnappings. Donc, on ne leur pardonne pas le déshonneur. Et c'est partout pareil depuis la nuit des temps. On pardonne aux hommes, on ne pardonne pas aux femmes. Parce que les femmes sont dépositaires d'une symbolique, de nos radicalités, de nos injustices, de beaucoup de choses. Et je me suis dit, celle qui peut le mieux raconter, qu'est-ce que coûte une guerre? C'est une femme. Mieux qu'un homme, c'est une femme qui peut le raconter. L'autre personnage, c'est un libraire. Ce sont des gens que j'ai rencontrés en Algérie. Et c'est un métier dur dans des pays qui ne sont pas organisés. C'est des gens avec qui j'ai fait les tournées de l'Algérie à l'époque, avec des cartons de livres dans les malles et qui vendent de village en village pour recouvrir les marchandises ou les impayés ou les chèques, etc. Et j'ai imaginé plus ou moins ce personnage qui est une sorte de Cassandre inversée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui raconte un passé auquel personne ne veut croire. Eh bien, écoutez, moi, je vous l'ai dit et je le redis, ce livre, et je ne suis pas la seule dans notre équipe, ce livre nous accompagne un peu tous les jours, on a des images. C'est un livre absolument bouleversant, donc Ouris, qui va bientôt paraître au Québec et qui est publié donc dans La Blanche chez Gallimard. Kamel Daoud, je vous remercie beaucoup d'avoir, dans toute la promotion que vous faites en ce moment, d'avoir passé ce temps avec nous. Ah ben, écoutez, j'adore parler aux libraires. Franchement, j'ai grandi avec. Donc, Alors, mais c'est un on vous plaisir. attend à Montréal alors. Avec plaisir, avec plaisir. À très Merci beaucoup. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.